Allô, les Hakim. Allô? Allô, Hakim. Je vous Bon, entends. donc, vous m'entendez. Oui, Donc, on va commencer. oui, oui. On commence? Oui, Hakim. Juste pour qu'on puisse parler على les questions اللي حيبوزيهم Oui? نخليهم en dernier. La fin. D'accord. Ouais, Oui, voilà, très bien. d'accord. Bien, vous pouvez commencer. D'accord. Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous rencontrer. C'est un plaisir et c'est un honneur pour moi. D'abord, je remercie le Club Scientifique Nord pour cette très belle initiative. Et donc, vous me faites l'honneur et le plaisir de vous parler d'une thématique importante et qui sont donc les valvulopathies. Donc, c'est quand même une bonne partie de votre programme de cardiologie d'externat. On ne va pas parler de toutes les valvulopathies, on va parler que des valvulopathies du cœur gauche. C'est les plus importantes, les plus fréquentes, et c'est les seules qui figurent sur votre programme. On ne va pas également faire un cours détaillé. J'ai essayé de vous faire un résumé, de vous donner donc les messages les plus importants. Donc, si vous voulez des détails ou s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser à la fin de l'exposition. Donc, on va parler par les valvulopathies. On va d'abord commencer par les valvulopathies mitrales. Donc, à gauche, dans le cœur gauche, il y a deux valves. On a l'orifice valvulaire mitral, la valve mitrale, et on a la valve aortique. Donc, on va commencer par la valve mitrale. Donc, la valve mitrale est une valve qui est complexe. Donc, elle est composée de plusieurs éléments. Donc, sa fonction principale, c'est qu'elle s'ouvre en diastole pour permettre le remplissage du ventricule gauche. Donc, le sang passe de l'OG vers le VG en diastole, donc elle s'ouvre avec une ouverture maximale. Et en systole, au moment de l'éjection, normalement, elle est bien fermée. Elle est hermétiquement fermée, qu'il n'y ait pas de reflux de sang du VG vers l'oreillette gauche. Donc, c'est un appareil valvulaire. Elle est composée de plusieurs éléments. Vous avez la valve en elle-même avec deux feuillets antérieurs et postérieurs. Et les deux commissures, les deux cul-de-sac, la commissure antérieure et la commissure postérieure. Donc, ça, c'est la valve appelée également le voile mitral. Alors, cette valve s'insère sur un pourtour fibreux. Donc, autour, c'est des fibres. Et ça, c'est l'anneau. On appelle ça l'anneau mitral. C'est une structure très importante. Vous savez que l'anneau, au moment donc, de la systole, il se contracte, il va diminuer de surface d'environ 30%. Ça veut dire qu'en quelque sorte, l'anneau assure environ un tiers de fermeture de la valve. Et puis, vous avez l'appareil sous-valvulaire avec les piliers et les cordages. Également très important, surtout pour la fermeture. Au cours de la systole, on peut imaginer que le sang peut refluer du VG vers l'OG. Parce que la pression au niveau du ventricule gauche, c'est une pression qui est très élevée au moment de la systole. Alors que la pression au niveau de l'oreillette gauche est basse. Donc on peut imaginer que la valve peut s'ouvrir, parce que la pression est très élevée là. Mais pourquoi elle ne s'ouvre pas? Parce que tout simplement, au cours de la systole, les piliers qui sont des muscles se contractent, ils vont tirer vers le bas la valve par le biais des cordages. Donc, ils vont exercer une traction. Ça veut dire qu'ils gibent la valve, ils ne vont pas laisser une ouverture. Donc, ça, c'est également très important pour la fermeture de la valve. Donc, pour qu'il y ait une ouverture de la valve, qu'est-ce qu'il faut pour une ouverture physiologique normale? Il faut avoir une valve normale, c'est-à-dire elle est souple. Une valve normale est une valve souple avec une mobilité conservée. Il ne faut pas qu'il y ait de fibrose, ou là de rétraction, ou là de calcification. Il ne faut pas également qu'il y ait d'obstacles au niveau de l'appareil sous-valvulaire. Ça, c'est pour l'ouverture. Pour la fermeture, qu'est-ce qu'il faut pour une fermeture optimale? Il faut également que la valve soit intègre de toute lésion, fibrose, rétraction, perforation, etc. Il faut que l'anneau soit de taille normale, parce qu'il se contracte, comme je l'ai déjà expliqué, il se contracte au moment de la systole. Il faut que le pilier soit fonctionnel, il faut qu'il se contracte en systole pour tirer vers le bas la valve, et il faut que les cordages soient indemnes de lésion et de longueur normale. Il ne faut pas qu'ils soient lents, parce que plus les cordages sont lents, plus la valve va se prolaber au niveau de l'oreillette gauche. Donc on a deux anomalies, soit une anomalie d'ouverture, soit c'est une anomalie de fermeture. Donc l'anomalie d'ouverture, c'est le rétrécissement, donc c'est une anomalie diastolique parce que la valve s'ouvre en diastole, donc quand elle ne s'ouvre pas bien, on parle d'un rétrécissement mitral, donc c'est un obstacle au remplissage. Et quand elle ne se ferme pas bien,
Donc, il va y avoir un reflux, et donc c'est une anomalie systolique, c'est un défaut de fermeture. Donc, on a l'insuffisance mitrale et on a le rétrécissement mitral. Alors, pour les étiologies, le RM, c'est en fait assez simple. RM égale RAA, égale rhumatisme articulaire aigu. La presque quasi-totalité des étiologies du RM sont représentées par le rhumatisme articulaire aigu. Alors, RAA, c'est une infection post-streptococcique. Donc, les sujets qui font des infections à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, notamment les angines à répétition, surtout dans l'enfance, vont avoir des conséquences au niveau des valves. Ça touche toutes les valves, hein. Peut toucher toutes les valves avec prédilection pour la valve mitrale. Donc, là où il y a RAA, on parle de RM, et là où il n'y a pas RAA, pratiquement, il n'y a pas de rétrécissement mitral. C'est pour ça qu'il parle très peu de rétrécissement mitral dans les pays occidentaux, puisque pratiquement, il n'y a pas de cas de rhumatisme articulaire aigu. Chez nous, on a toujours le RAA, avec une fréquence assez élevée, et on a toujours le RAA comme étant la principale étiologie de toutes les valvulopathies. Et puis, on a l'insuffisance mitrale. Alors, l'insuffisance mitrale, elle a plusieurs étiologies, et d'ailleurs, c'est la valvulopathie la plus fréquente. Donc, la valvulopathie la plus fréquente, la prévalence la plus élevée, c'est pour l'insuffisance mitrale. Donc là, on a deux cas de figure. On a les fuites qui se constituent lentement, c'est les fuites chroniques, et on a les fuites qui se constituent rapidement, c'est les fuites aiguës. Alors, les fuites chroniques, on a deux grandes étiologies principales. On a d'abord rhumatismal, plus fréquent chez nous, et les atteintes du tissu conjonctif dégénératif, l'étiologie dégénérative, la plus fréquente ailleurs. Donc, on a RAA et dégénérative. Et puis, on a deux autres formes qu'on va voir, l'étiologie ischémique et l'étiologie fonctionnelle. Et puis, on a les fuites aiguës. Quand c'est aigu, c'est des perforations ou bien c'est des ruptures. Il faut qu'il y ait une perforation quelque part ou une rupture pour entraîner une fuite aiguë. C'est soit des perforations de valve, c'est dans le cas de l'endocardite, soit des ruptures de cordage ou bien des ruptures de piliers. Donc voilà une valve mitrale atteinte de rhumatisme articulaire aigu. Donc le RAA, il va entraîner une valve épaisse, rigide, calcifiée. Donc en quelque sorte, c'est une valve qui est moche. On va dire que c'est une valve à l'échocardiographie qui est rigide. La mobilité est réduite, puisqu'elle est rigide, elle est calcifiée, elle est fibreuse. Et comme elle est rigide et fibreuse, donc l'ouverture est limitée et la fermeture est limitée, parce que la mobilité est réduite. Donc le RAA peut entraîner et la sténose et l'insuffisance mitrale. D'ailleurs, généralement, il entraîne les deux à la fois. On appelle ça maladie mitrale. Alors, l'étiologie dégénérative. L'étiologie dégénérative, je vous ai dit, c'est la deuxième étiologie chez nous et c'est la principale étiologie de l'insuffisance mitrale chronique dans les pays occidentaux. Alors, quand il y a une atteinte du tissu conjonctif, donc il s'agit d'un excès de tissu. Donc, cet excès de tissu, c'est-à-dire qu'il y a un excès de tissu, cet excès peut se localiser au niveau de la valve. C'est une valve qui est épaisse, mais elle n'est pas fibreuse, hein, elle n'est pas rétractée. Donc, c'est une valve qui est bombée, comme ça, elle est épaisse. Soit c'est un excès de tissu au niveau des cordages. Donc, c'est des cordages qui sont lents. La conséquence est la même. Si on a un excès de tissu là, la valve va se prolaber, on parle d'un prolapsus de la valve passe au niveau de l'oreille gauche et ça va créer une fuite ici, une fuite au centre. Et si les cordages sont lents, donc quand le pilier se contracte, il n'arrive pas à tirer bien parce que le cordage est très long. Et donc le résultat est le même, c'est la fuite. Donc dans les deux cas, quand vous avez un excès de tissu au niveau de la valve ou un excès de tissu au niveau des cordages, ça va entraîner un prolapsus de la valve mitrale, c'est-à-dire que la valve va passer au niveau de l'oreillette gauche. Alors l'excès de tissu au niveau de la valve, c'est la maladie de Barlow, plus fréquente chez les sujets jeunes, surtout les femmes. Et l'excès de tissu au niveau des cordages, c'est beaucoup plus la dégénérescence fibroélastique. Et on la voit beaucoup plus chez des sujets âgés et notamment des hommes. Donc, on a l'étiologie rhumatismale, l'étiologie dégénérative, on a les deux autres étiologies d'insuffisance mitrale chronique qui sont ischémiques et fonctionnelles. Alors, ischémique, c'est quoi? C'est un déficit de contraction. Quand il y a une ischémie, imaginez que la zone RD, elle est ischémique. Donc, il n'y a pas d'irrigation. Donc, le muscle, le pilier qui est un muscle, il va avoir un défaut de contraction. Donc, il ne va pas tirer bien sur la valve via les cordages. Et donc, on aura un défaut de fermeture et donc une insuffisance mitrale dite ischémique. Elle est secondaire à un défaut de contraction du pilier. On appelle ça insuffisance mitrale ischémique.
Et puis, on a la fonctionnelle. La fonctionnelle, c'est quand il y a une dilatation du ventricule gauche. Toute dilatation du ventricule gauche, dans le cadre surtout des cardiomyopathies dilatées, va dilater l'anneau. Et comme je l'ai déjà expliqué, l'anneau assure 30% de fermeture. Si l'anneau est dilaté, il ne va pas diminuer bien sa surface. Et donc, on aura une fuite centrale. Donc là, c'est pour les étiologies d'insuffisance mitrale chronique, rhumatismale, dégénérative, fonctionnelle et ischémique. On a les causes d'insuffisance mitrale aiguë. Alors, l'insuffisance mitrale aiguë, c'est toujours des perforations ou bien des ruptures. Donc, la valve peut se perforer, c'est surtout dans le cas de l'endocardite. On a les ruptures de cordage, comme c'est sur cette image-là, surtout dans les élongations de cordage, quand on a des cordages lents, dans l'étude générative, on peut voir une rupture de cordage et ça va entraîner une fuite aiguë, ou bien des ruptures piliers, encore plus graves, c'est à la phase aiguë d'infarctus du myocarde. Donc, les ruptures de piliers, ou bien les ruptures de cordage, ou bien les perforations au niveau de la valve dans l'endocardite infectieuse. Donc, voilà le tableau qui va résumer les étiologies des valvulopathies mitrales. On a le RM, rétrécissement mitral, retenez, c'est le RAA. L'insuffisance mitrale chronique, RAA chez nous, dégénérative beaucoup plus ailleurs, avec elle touche la valve. C'est la maladie de Barlow, dégénérescence myxoïde. Les cordages lents, c'est la dégénérescence fibroélastique. Les deux vont entraîner un prolapsus de la valve. Soit c'est un défaut de contraction du muscle, c'est l'insuffisance mitrale ischémique, soit c'est une dilatation du ventricule gauche qui a dilaté l'anneau, et c'est l'insuffisance mitrale fonctionnelle. Les fuites aiguës, dans un contexte aigu brutal, on a les perforations et les ruptures. Perforation de valve dans le cas de l'endocardite, rupture de cordage, surtout dans l'étiologie dégénérative, ou rupture de pilier dans les cardiopathies ischémiques. Donc là, c'est les étiologies. Donc, la physiopathologie de ces deux valvulopathies. Donc, on aura des répercussions en amont et des répercussions en aval. Donc, en amont de l'orifice mitral, en amont, on a l'oreillette gauche et on a la circulation pulmonaire et on a les cavités droites. En aval, on a le ventricule gauche et la circulation systémique. Donc, on va commencer par les répercussions en amont. Donc, au cours d'une insuffisance mitrale, l'oreillette gauche est surchargée parce que l'oreillette gauche, elle reçoit le sang régurgité et elle reçoit le sang qui vient par les veines pulmonaires. Donc, elle est surchargée dans l'insuffisance mitrale. Dans le rétrécissement mitral, c'est la même chose. L'oreillette gauche est surchargée parce que le sang, il stagne à l'intérieur de l'oreillette gauche. Il y a un obstacle au niveau de la valve. Donc, le sang, il va stagner au niveau de l'oreillette gauche. Donc, la conséquence est la même, c'est l'hyperpression et la stagnation du sang au niveau de l'oreillette gauche. Ceci va dilater l'oreillette gauche et elle sera donc exposée à des troubles du rythme, notamment la CFA, et à des accidents thromboemboliques, des thrombus et des embolies. Ensuite, si l'oreillette gauche ne peut pas retenir la pression à son niveau, donc l'hyperpression va atteindre les veines pulmonaires. Ensuite, elle arrive au niveau des capillaires. Donc, c'est la circulation pulmonaire. Et là, à ce niveau-là, commencent les problèmes. Parce que si on a une hyperpression au niveau des capillaires, là, c'est les échanges alvéolo-capillaires. Donc, vous avez une quantité d'oxygène X qui est normale, et vous avez le liquide qui est en excès. Il y a une hypervascularisation. Il y a trop de liquide, trop de sang pour une quantité normale. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est une hypooxygénation. C'est une hypoxie. Cette hypoxie explique la dyspnée d'effort et elle explique l'asthénie. Et elle explique ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque gauche. Ça, c'est la physiopathe de l'insuffisance cardiaque gauche. Toutes les cardiopathies gauches évoluent de cette manière. Donc, on arrive à l'insuffisance cardiaque gauche par hyperpression au niveau des capillaires. Encore, il peut se passer de choses plus graves. Le sang, il va sortir vers le système interstitiel. On aura un œdème interstitiel. Ensuite, ça arrive au niveau des alvéoles. On aura l'inondation alvéolaire, c'est l'OAP, et c'est l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc là, c'est l'insuffisance cardiaque quand le sang arrive au niveau des capillaires. Ensuite, toujours, il va monter en amont et il arrive au niveau de l'artère pulmonaire. Il va entraîner l'HTAP ou l'HTAP, hypertension artérielle pulmonaire. D'abord, elle est passive. Ça veut dire qu'elle est due uniquement à l'excès de liquide. C'est uniquement le liquide qui est en excès qui est responsable de l'hypertension. Donc, elle est dite passive parce qu'elle est réversible. Si on va traiter l'anomalie, tout va rentrer dans l'ordre. Et elle est dite post-capillaire parce que son origine,
elle vient en post-capillaire. Post-capillaire, c'est-à-dire c'est l'oreillette gauche. L'origine, c'est là. Donc, elle est dite passive post-capillaire. Ensuite, l'artère, c'est pas comme le capillaire et c'est pas comme la veine. Elle peut lutter contre l'excès de liquide. Elle va lutter comment? Elle est dotée d'une paroi musculaire. Donc, la paroi musculaire peut se contracter. On aura une vasoconstriction. Et comme cette vasoconstriction va donc limiter la quantité de liquide à l'intérieur de l'artère. Et cette vasoconstriction va élever de façon considérable les pressions. C'est ce qu'on appelle l'HTAP, mais là, elle est active, elle n'est pas passive. Ce n'est pas du liquide seul, mais elle est active, c'est dû à la contraction. C'est une HTAP active dite précapillaire. Parce que l'origine de l'HTAP active, elle est avant le capillaire, c'est la contraction de la paroi musculaire. Donc cette HTAP active, elle a deux conséquences. Conséquence bénéfique et conséquence délétère. La conséquence bénéfique, c'est quand il y a une hyperpression de l'artère pulmonaire, le sang, il n'arrive pas au niveau de l'artère et des capillaires. Donc, elle va refouler. Le sang va être refoulé vers la veine et vers l'oreillette gauche. Donc, il y a une diminution des accès d'insuffisance cardiaque, diminution des poussées d'IVG et des poussées d'OAP. Par contre, cette HTAP précapillaire est très délétère, et d'ailleurs, généralement, elle est irréversible. C'est que c'est un obstacle à l'éjection du ventricule droit. Le ventricule droit, il va éjecter, il trouve des résistances élevées, et ensuite, il va finir par dysfonctionner. Par se dilater, on aura l'insuffisance cardiaque droite. Donc, cette évolution, cette répercussion en amont qui se fait selon le schéma suivant, hyperpression OG, dilatation de l'OG avec les complications qu'on a vues, hyperpression au niveau des veines pulmonaires, hyperpression au niveau des capillaires avec la dyspnée, l'asthénie, c'est l'insuffisance cardiaque gauche, ou bien des décompensations aiguës avec l'OAP, HTAP d'abord passive post-capillaire, ensuite vasoconstriction, HTAP active précapillaire, et ça finit par dysfonctionner le ventricule droit. Donc c'est exactement les mêmes conséquences en amont pour le rétrécissement mitral et pour l'insuffisance mitrale. Et ça, c'est la physiopathologie, non pas seulement de ces deux valvulopathies, mais également de toutes les cardiopathies gauches. Toutes les cardiopathies gauches vont évoluer de cette manière. Et puis, on a les répercussions en aval. Alors, en aval, d'abord le RM. Le RM, c'est un obstacle au niveau de la valve. Donc, le ventricule gauche n'est pas dilaté. Il n'y a pas de surcharge au niveau du ventricule gauche. Donc, dans le RM, le ventricule gauche est strictement normal. Mais dans l'insuffisance mitrale, le ventricule gauche, il va se dilater. Pourquoi le ventricule gauche se dilate? Parce que s'il y a une fuite, l'oreillette gauche est surchargée. Ensuite, quand la valve s'ouvre, si la valve s'ouvre avec une surface normale, tout le sang qui est là va passer au niveau du ventricule gauche. Donc, le ventricule gauche lui-même, il va se surcharger. Lui-même, il va se surcharger. Parce qu'au lieu d'éjecter le sang complètement au niveau de l'aorte, il va éjecter une petite quantité au niveau de l'oreillette gauche qui va revenir le cycle suivant. Donc, il va surcharger sa propre cavité et on aura une dilatation du ventricule gauche. Cette dilatation, bien sûr, elle est bénéfique, hein, parce que quand le ventricule gauche est dilaté, il aura plus de force contractile. Selon la loi de Frank-Starling, plus il y a de la dilatation, plus il y a la force contractile qui est importante. Et donc, il va éjecter plus. Et comme il va éjecter plus, donc malgré qu'il y a la fuite là, il va compenser quand même le débit aortique. Parce qu'il va éjecter plus, donc malgré qu'il y a la fuite au niveau de l'oreillette gauche, mais il va garder le débit aortique conservé. Donc, si je résume, dans le RM, l'oreillette gauche se dilate. Ensuite, on a vu les répercussions en amont, l'évolution de la répercussion en amont. Dans l'insuffisance mitrale, les mêmes répercussions en amont, mais en aval, on a le ventricule gauche qui est dilaté. Exception pour l'insuffisance mitrale aiguë. Quand c'est aigu, l'oreillette gauche ne peut pas se dilater. Donc, c'est une cavité qui ne peut pas se dilater en quelques jours. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toute l'hyperpression au niveau de l'oreillette gauche passe au niveau de la circulation pulmonaire. Et on a directement un accès d'insuffisance cardiaque et donc d'OAP. Donc, dans l'IM aigu, le VG n'est pas dilaté et l'OG n'est pas dilaté. Il y a seulement une hypervascularisation avec un risque d'OAP. Donc, je résume la physiopathie dans le tableau entre RM et IM. Le RM va dilater l'oreillette gauche, expose à des thromboses et des embolies. Ensuite, il y a l'évolution en amont, hyperpression dans les veines, hyperpression au niveau des capillaires avec insuffisance cardiaque, HTAP passive, ensuite active. Ensuite, ça va dysfonctionner le ventricule droit. Exactement la même chose en amont pour l'insuffisance mitrale chronique, mais on a la dilatation du VG en aval. Pour l'insuffisance mitrale aiguë, OG et VG non dilatés, on a seulement l'hypervascularisation et donc un risque d'OAP. Donc les fuites aiguës et surtout si elle est sévère. La clinique,
La clinique également, c'est pratiquement les mêmes signes. Hein. On a deux signes qu'il faut retenir. Vous avez la dyspnée et l'asthénie. C'est dû à la mauvaise oxygénation. Il y a donc une hypervascularisation au niveau des capillaires, le sang en excès, il y a une mauvaise oxygénation, et donc le patient il va se sentir fatigué parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Et puis, il y aura une dyspnée d'effort. Dyspnée d'effort expliquée par l'hypoxie et par également l'excès de liquide au niveau de la circulation pulmonaire. Cette dyspnée va s'aggraver, donc elle va arriver à la dyspnée de repos avec orthopnée, qui est donc un signe d'OAP. Donc, dyspnée d'effort et l'asthénie. On a également l'hémoptysie. L'hémoptysie, comme il y a un excès de sang au niveau des capillaires, l'une des voies possibles de sortie pour le sang en excès, c'est qu'il va sortir vers les capillaires et on aura des hémoptysies, surtout au cours des crises d'OAP. Donc, l'hémoptysie. Et puis, on a les deux derniers, c'est les signes de complications, les palpitations en rapport avec les troubles du rythme, surtout la CFA, et les embolies. Donc, par exemple, il arrive parfois à diagnostiquer un RM ou un IM à l'occasion d'une embolie cérébrale, un AVC. C'est pour ça que les AVC, par exemple, des sujets, notamment les sujets jeunes, on les envoie systématiquement chez le cardiologue pour le CG et surtout pour l'écho à la recherche d'une valvulopathie, notamment les valvulopathies mitrales. La même chose, exactement les mêmes signes, dyspnée, asthénie, etc. Pour la forme aiguë, ça peut entraîner directement une dyspnée de repos avec un OAP. Donc là, c'est pour la différence un petit peu entre la fuite mitrale et la sténose mitrale. Donc, l'auscultation, c'est le temps capital essentiel. Donc, pour la sténose mitrale, donc vous avez le B1, fermeture des valves auriculo-ventriculaires, vous avez la systole qui est libre et vous avez la fermeture des sigmoïdes aortiques et pulmonaires, donc c'est le B2. B1, B2, donc la systole. Et la diastole, B2, B1. En diastole, le premier temps, c'est la relaxation isovolumétrique. Ensuite, il y a l'ouverture. Une valve qui est rigide, elle est rétractée, quand elle s'ouvre, elle va donner un claquement. Elle a un claquement parce qu'elle est rigide, elle n'est pas souple, et donc on aura un claquement d'ouverture de la mitrale. C'est une valve qui est pathologique. Quand elle s'ouvre, elle va donner un bruit. Normalement, l'ouverture n'est pas audible pour une valve normale. Si elle devient audible, c'est que c'est une valve qui est un peu rigide, et donc on aura le claquement d'ouverture de la mitrale. Ensuite, après l'ouverture, il y a le passage du sang de l'OG vers le VG. Il va rencontrer un obstacle, et ça va entraîner le souffle. C'est un souffle diastolique appelé roulement diastolique, avec deux renforcements, protodiastolique et télédiastolique. Parce qu'il y a deux remplissages. Il y a le remplissage rapide, ensuite remplissage lent, qui est minime, c'est pour ça que l'intensité diminue. Et puis, vous avez le remplissage actif avec accentuation du souffle. Et enfin, la valve va se fermer. Et quand la valve se ferme, elle va entraîner également un éclat, parce que c'est une valve qui est calcifiée rigide. Quand on la ferme, le bruit va être d'intensité plus élevée. Donc, on aura un éclat de B1. Donc, vous avez le claquement d'ouverture, le roulement diastolique et l'éclat de B1, les trois signes, ce qu'on appelle l'onomatopée de Durosier ou la triade de Durosier caractéristique. Alors, on ausculte au niveau du foyer mitral. L'irradiation, généralement, c'est vers l'aisselle gauche. La position préférentielle, c'est en décubitus latéral gauche. Tout ce qui dépend du foyer mitral est mieux entendu en décubitus latéral gauche. Le souffle d'insuffisance mitrale, c'est un souffle qui est systolique. Donc, la fuite est en systole entre B1 et B2. Dès qu'il y a le début de la systole, le souffle est continu parce que la différence de pression, elle est maintenue entre le VG et l'OG pendant toute la durée de la systole. C'est-à-dire que pendant toute la durée de la systole, la pression est élevée dans le VG, la pression est basse dans l'OG, donc on maintient le même rythme ou le même flux de sang, et donc le souffle, il va être holosystolique, il garde la même intensité. Habituellement, c'est un souffle doux. Donc, tous les souffles de régurgitation sont habituellement des souffles doux et tous les souffles d'obstacle, de sténose, sont habituellement rudes. Donc, c'est un souffle qui est doux. On dit qu'il est en jet de vapeur. C'est comme s'il y a un jet du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. On entend comme le bruit d'une cocotte, donc en jet de vapeur. Là aussi, il est apexo-axillaire. La pointe, il irradie vers l'oreillette gauche, donc c'est l'aisselle gauche, selon le sens du flux. Apexo-axillaire, holosystolique, doux en jet de vapeur. Donc, on résume, dans le RM, il y a la triade de Durosier, claquement d'ouverture, souffle diastolique, éclat de B1. Dans l'IM, il y a le souffle doux, holosystolique, apexo-axillaire. Il y a un signe de gravité dans les deux, c'est l'éclat de B2. Quand on a un éclat de B2 foyer pulmonaire, ça signe qu'il y a une HTAP, pré ou la post-capillaire,
et donc c'est un signe de gravité. Et puis un signe de gravité pour l'IM, c'est surtout le B3. Et là aussi, retenez, quand il y a un troisième bruit de remplissage, c'est-à-dire que vous entendez un B2, ensuite B3, un rythme à 3 temps, le B3 signe pratiquement toujours une insuffisance cardiaque. Donc là aussi, c'est un signe de gravité. Les examens paracliniques, donc on a le CGT, le thorax et l'écho. Donc on a 3 examens complémentaires généralement qu'on demande. Alors, c'est simple également pour le RM. Le RM, il dilate l'OG, donc je peux voir l'hypertrophie auriculaire gauche. L'HAG, le principal signe, c'est une onde P allongée. La durée supérieure à 0,12. Elle fait plus de 3 petits carreaux sur un ECG standard. Donc, quand la durée est supérieure à 0,12, c'est un signe d'HAG. On peut trouver également des troubles du rythme, notamment la CFA, parce que l'oreillette gauche est dilatée. Et au stade tardif, quand il y a une insuffisance cardiaque droite, on peut voir une HVD, une hypertrophie ventriculaire droite. Donc, retenez le terme principal, hypertrophie auriculaire gauche, qu'il faut chercher en cas de RM. Bien sûr, si le rythme est en fibrillation, s'il y a une ACFA, il n'y a pas d'onde P et on ne peut pas voir une hypertrophie auriculaire gauche sur le CG. Flux téléthorax, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une dilatation de l'oreillette gauche, on va voir une hypervascularisation pulmonaire, et puis tardivement, on peut voir une dilatation du ventricule droit. On va voir comment on voit tous ces signes flux téléthorax. Dans l'insuffisance mitrale, si elle est chronique, elle dilate le VG et l'OG. Donc, flux CG, on va voir l'HAG, hypertrophie auriculaire gauche, hypertrophie ventriculaire gauche, VG dilaté, et possible trouble du rythme parce que l'oreillette gauche est dilatée. Flux téléthorax, on va voir une dilatation du VG, une dilatation de l'oreillette gauche, plus hypervascularisation. Dans l'insuffisance mitrale aiguë, VG non dilaté, OG non dilaté, ECG normal, téléthorax, on peut voir seulement l'hypervascularisation avec l'image droite, parce que le VG n'est pas dilaté et l'oreillette gauche n'est pas dilatée dans une fuite aiguë. Alors, comment on voit la dilatation de ces différentes cavités? La dilatation de l'OG, donc sur un téléthorax de face, normal, l'oreillette gauche n'est pas visible, parce qu'elle est à l'intérieur de l'ombre cardiaque. Quand elle est dilatée, elle va déborder sur l'arc moyen gauche. On aura un arc moyen gauche convexe, ou là en double bosse, et elle va déborder sur l'arc inférieur droit. On aura un débord sur l'arc inférieur droit qui devient en double contour. Donc le signe d'une dilatation de l'OG, double bosse, arc moyen gauche, double contour, arc inférieur droit, ou bien arc moyen gauche convexe et débord droit avec double contour au niveau de l'arc inférieur droit. Le VG, il est là, c'est l'arc inférieur gauche. Quand le VG est dilaté, on aura un arc inférieur gauche allongé avec une pointe plongeante, sous-diaphragmatique. Si l'OD est dilaté, on aura un débord droit, comme ça, de l'arc inférieur droit sans double contour. Si le VD est dilaté, on aura un arc inférieur gauche, qui est allongé, mais avec une pointe sus-diaphragmatique en sabot. On appelle ça le cœur en sabot, qui met le sabot. Là, donc, on va avoir un aspect comme ça. Un aspect comme ça en sabot. Pointe sus-diaphragmatique, c'est la dilatation du VD. Pointe plongeante vers le bas, c'est la dilatation du VG. Voilà l'exemple de 2 clichés d'une insuffisance mitrale sévère et d'un rétrécissement mitral sévère. Donc, vous voyez, l'arc moyen gauche, il est convexe, normalement, il est concave. Et vous voyez le débord important de l'arc inférieur droit, avec 2 contours. Le premier contour, et voilà le deuxième contour. Donc, le contour, là, c'est un signe direct de dilatation importante de l'oreille gauche. En même temps, vous avez un arc inférieur gauche qui est allongé avec une pointe vers le bas. Donc là, c'est une dilatation et du VG et de l'OG. Et on voit l'hypervascularisation. Je vous l'hypervascularisation au niveau pulmonaire. Dans le RM, comme c'est seulement l'OG qui est dilaté, là, l'arc inférieur gauche est normal. Il n'est pas allongé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'aspect convexe en double bosse de l'arc moyen gauche. Et on a le débord droit. Je vous le débord droit. Donc là, c'est une dilatation de l'oreillette gauche sans dilatation du ventricule gauche. On appelle ça triangulaire. Parce que c'est comme un triangle, pas la dilatation de l'oreillette gauche. Là, on ne voit pas beaucoup d'hypervascularisation. C'est probablement un patient qui a été bien traité. Donc, il n'a pas d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, si je résume, le RM, il dilate l'OG, donc il va donner l'HAG. Il peut donner des troubles du rythme, mais l'HVD est tardif. Dans l'IM, il dilate et l'OG et le VG. Il va donner l'HAG, il va donner l'HG, et puis il peut donner également des troubles du rythme. Le RM, il ne dilate que l'oreillette gauche,
avec l'hypervascularisation, donc double bosse, double contour, et tardivement, il va dilater VD. Dans l'IM, il va dilater l'OG, donc on aura les mêmes signes, plus la dilatation du ventricule gauche. Dans l'IM aigu, le VG n'est pas dilaté, l'OG n'est pas dilaté, on peut voir que l'image d'hypervascularisation. Alors l'écho, c'est l'examen clé, l'examen qui va confirmer le diagnostic dans les deux cas. Et puis on va étudier le retentissement. Donc il faut toujours, après avoir confirmé le diagnostic, on va voir est-ce qu'il y a un retentissement important. Alors le RM, il retentit sur quoi? Sur l'oreillette gauche. Donc on va voir est-ce que l'oreillette gauche est dilatée, elle est très dilatée, est-ce qu'il y a des thrombus à ce niveau-là. Et puis on va voir est-ce qu'il y a un retentissement sur la circulation pulmonaire, les pressions. L'IM, la même chose. On va le retentissement sur l'oreillette gauche et sur les pressions, parce que c'est les mêmes répercussions en amont, mais on va voir également ce qu'il y a des répercussions importantes sur le VG. Est-ce qu'il est trop dilaté? Est-ce qu'il est fatigué? Sa fraction d'éjection est basse? Donc tout ça est très important. Dans l'IM également, on va étudier l'étiologie. On va voir quelles sont les étiologies ou quelle est l'étiologie de cette fuite par l'aspect de la valve et de l'appareil sous-valvulaire. Alors que pour le RM, généralement, l'étiologie est rhumatismale. Et puis, on va étudier la sévérité. C'est quelque chose de très important pour dire est-ce que le RM ou bien l'IM, elle est sévère ou non. Alors, pour le RM, il y a deux critères. Il y a le gradient transmitral, ça veut dire la différence de pression entre l'OG et le VG. Quand il y a une différence de pression entre l'OG et le VG, on la calcule, l'écho. Elle est supérieure à 10, ça veut dire que constamment, en diastole, il y a une différence de plus de 10 mm de mercure entre la pression de l'oreillette gauche et la pression du ventricule gauche. Ça, c'est un critère de sévérité. Et puis, on peut calculer la surface. Quand elle est inférieure à 1,5, c'est un RM serré. Parce que la surface mitrale normale, elle est de 4 à 6. Quand la surface est inférieure à 1,5, c'est un critère de RM serré. La sévérité pour l'IM, c'est la surface de l'orifice régurgitant. Ça veut dire que le trou, en quelque sorte le trou, donc le trou à partir duquel il y a le reflux. On va calculer la surface de l'orifice qui régurgite. La surface du trou, si on trouve la surface de cet orifice-là qui dépasse 40 mm, c'est un critère important de sévérité. Ou bien si le volume de régurgitation, à chaque cycle, il y a plus de 60 ml qui régurgitent. Ça, c'est les deux critères de sévérité les plus importants pour dire que l'IM est sévère ou non. Donc, SOR, VR pour l'IM, gradient et surface. Et c'est la même chose pour les valvulopathies aortiques. Le rétrécissement aortique, c'est le gradient et la surface aortique. L'insuffisance aortique, c'est SOR et volume de régurgitation. Donc, retenez les critères de sévérité pour les sténoses et pour les fuites. Voilà l'exemple d'une insuffisance mitrale à l'échocardiographie. L'orifice régurgitant, c'est le trou. Quand on calcule la surface du trou, si on trouve que sa surface est supérieure à 40 mm, c'est un critère de sévérité. On peut calculer également ce volume, le volume qui régurgite. Si on trouve que ce volume est supérieur à 60 ml, c'est un critère de sévérité. Voilà l'exemple de calcul d'une surface mitrale, le rétrécissement. Voilà la bouche mitrale et voilà la surface. Là, par exemple, on va trouver une surface à 1,34 cm². Donc, c'est un serré. 1,5, c'est serré. Pour deux critères de sévérité, le gradient et la surface. Pour l'IM, deux critères de sévérité, la surface de l'orifice régurgitant et le volume de régurgitation. Les complications de rythme sur le CFA, mais pour l'IM, les thromboses et les embolies, parce que l'oreillette gauche est dilatée, la même chose également pour l'IM. Vous avez les circulations pulmonaires hémodynamiques dues à l'hyperpression. Hyperpression, la circulation pulmonaire va donner de la dyspnée, de l'OAP, des suffisances cardiaques, et ça peut décompenser chez les femmes enceintes, elle va donner des accidents graves cardiaques. Ça peut également des paralypides. Alors, les bronchites sont dues essentiellement à la stagnation du sang. Donc, chaque fois ça veut dire que les virus, bactéries, etc. stagnent. Et donc, c'est un flux de pullulation, de mutation de micro-organismes. Et c'est pour ça qu'il y a des accès d'infection quand il y a une stagnation du sang. Donc, les bronchites ou les bronchopneumopathies à répétition. Exactement là, les mêmes questions pour l'IM, parce que c'est les mêmes répercussions en amont. Plus on a le risque d'endocardite, d'infection, le risque d'endocardite infectieuse, et le risque d'insuffisance ventriculaire gauche, parce que le ventricule gauche est dilaté, il peut arriver au stade d'insuffisance ventriculaire gauche.
Le traitement, pour le RM et pour l'IM, le traitement médical est donné en cas d'ACFA. Notamment, on va anticoaguler et on va ralentir avec des médicaments. Et le traitement de l'insuffisance cardiaque, donc il y a un excès de liquide, qu'est-ce qu'il faut donner? Il faut donner un diurétique pour augmenter la diurèse. Et il faut donner un dérivé nitré par voie intraveineuse pour diminuer la précharge, pour diminuer le retour veineux. Donc c'est ça le traitement au cours des accès d'insuffisance cardiaque. Et puis, le traitement curatif. Retenez également une règle générale sur les valvulopathies. On n'intervient que si la valvulopathie est sévère et symptomatique. Jamais on intervient si elle n'est pas sévère, si elle n'est pas arrivée aux critères de sévérité. Je mets les critères de sévérité à l'écoute. Les critères de sévérité ne sont jamais cliniques, c'est toujours à l'écoute. Donc il faut que ce soit vraiment serré pour le RM ou bien sévère pour vraiment intervenir. Mais sinon, c'est le traitement médical et c'est la surveillance. Il faut également que ça soit serré, sévère, avec des symptômes ou bien sans symptômes, mais avec des répercussions, avec des dégâts importants sur la vitalité. On intervient sur le RM quand il est RM serré symptomatique, avec retentissement important. Par exemple, une oreille gauche très dilatée avec ACFA, une H-TAP très importante, ou bien quand il devient risque de décompensation. Par exemple, une femme jeune, elle a un RM serré, désireuse de grossesse. Donc la grossesse peut décompenser, c'est un facteur de décompensation. Dans ce cas-là, on peut intervenir. Donc il faut que ça soit serré, symptomatique ou asymptomatique avec risque d'apparition de symptômes ou avec un retentissement. La même chose pour l'IM. IM sévère symptomatique ou asymptomatique avec retentissement, c'est-à-dire avec soit une dilatation importante du ventricule gauche et une fraction d'éjection basse, une dilatation importante de l'oreille gauche avec ACFA ou bien une HTAP. Quand intervenir, le RM, on a deux traitements et l'IM, on a deux possibilités également. Le RM, je peux dilater la valve et je peux remplacer la valve. Si la valve est souple, elle n'est pas rigide, elle n'est pas calcifiée, c'est ce que les échocardiographistes appellent une belle valve. Une belle valve, c'est une valve qui garde quand même une certaine mobilité. Donc elle n'est pas rigide, elle n'est pas trop rigide, elle n'est pas trop calcifiée. Et dans ce cas-là, on peut la dilater. On peut introduire un ballon et on essaye de la dilater. Mais sinon, si c'est une valve rigide, calcifiée, fibreuse, etc., là, seul le remplacement valvulaire peut être recommandé. Pour l'insuffisance mitrale, la même chose. C'est une valve qu'on peut réparer. On va faire une plastie, notamment dans les étiologies dégénératives. Sinon, surtout dans l'étiologie rhumatismale où il y a beaucoup de dégâts, on va donc la remplacer. Donc, dans l'IM, si la valve, on peut la réparer, c'est la plastie. Si on peut la réparer, c'est le placement. Dans le RM, si la valve est souple, elle n'est pas trop rigide, elle n'est pas trop calcifiée, c'est la dilatation. Si elle est trop rigide et calcifiée, qu'elle est fibreuse, ça, c'est le remplacement. Voilà l'exemple d'une dilatation avec un ballon. Donc, on introduit un ballon, ce qu'on appelle le ballon Guinoué, et on gonfle le ballon au niveau de la valve mitrale. On essaye d'ouvrir les commissures. Ça, c'est ce qu'on appelle la dilatation mitrale ou la CMP. C'est commissurotomie mitrale percutanée. Ça veut dire qu'on va ouvrir les commissures par le biais du ballon qu'on va gonfler. Ça, c'est la dilate, surtout si la valve n'est pas trop rigide, n'est pas trop fibreuse et n'est pas trop calcifiée. Mais sinon, c'est le remplacement. Donc là, c'est le remplacement d'un RM rhumatismal avec une valve mécanique ou bien avec une valve biologique. Là, c'est une valve mécanique. Pour l'insuffisance mitrale, on a donc le cas du remplacement. Si la valve n'est pas possible, si ce n'est pas possible de la réparer, mais sinon, si on a la possibilité de réparer la valve, surtout dans les étiologies dégénératives, dans les prolapsus et dans les dilatations de l'anneau. Quand l'anneau est dilaté, et ça se fait chez nous, quand l'anneau est dilaté, dans les cardiomyopathies dilatées, on peut mettre un anneau prothétique, c'est l'annuloplastie. Donc, les étiologies fonctionnelles par dilatation de l'anneau et les étiologies dégénératives sont beaucoup plus traitées par plastie. L'étiologie rhumatismale est beaucoup plus traitée par remplacement. Reste l'étiologie ischémique. Alors, dans l'ischémie, elle est secondaire à l'ischémie, donc il faut chercher les sténoses. On fait la coro, là, c'est le traitement de la coronaropathie. On fait les pontages ou la langioplastie. Donc, il faut traiter la cause dans l'insuffisance mitrale ischémique. Je pense qu'on termine avec les valvulopathies mitrales. On va faire les valvulopathies aortiques. Donc, la valve aortique
est une valve tricuspide, ça veut dire qu'elle contient 3 valves, 3 cusps, avec une surface normale de 3 à 4. Alors, sachez qu'il y a des sujets, il y a beaucoup de sujets qui naissent avec 2. Au lieu de 3, il y a 2 valves ou 2 cusps. C'est ce qu'on appelle la bicuspidie aortique. C'est la malformation congénitale cardiaque la plus fréquente. 1 à 2% des sujets, 1 à 2% de toutes les personnes ont une valve bicuspide avec 2 valves au lieu de 3. Et la valve bicuspide prédispose et à la sténose et à la fuite. Donc là aussi, on a le défaut d'ouverture. La valve aortique s'ouvre en systole pour permettre l'éjection et elle se ferme en diastole. Donc l'anomalie d'ouverture, le défaut d'ouverture est un défaut systolique, donc c'est une anomalie systolique. Le défaut de fermeture, elle ne se ferme pas bien, donc c'est une anomalie diastolique. Toutes les anomalies se font en diastole dans l'insuffisance aortique et toutes les anomalies se font en systole dans le rétrécissement aortique. Donc quelles sont les étiologies? On va commencer par le rétrécissement aortique. Retenez 3 principales étiologies. Les sujets assez jeunes, commencez par la bicuspidie, moins de 65 ans. Quand un sujet est né avec 2 valves, 2 cusps au lieu de 3, ça prédispose à la sténose. Et on a le rhumatisme articulaire aigu. Chez les sujets de plus de 65-70 ans, c'est surtout dégénératif. Avec l'âge, il y a la tendance à la calcification. Il y a donc des calcifications qui vont se déposer au niveau de la valve. Ça va donner ce qu'on appelle le RAC, rétrécissement aortique calcifié, appelé maladie de Monckeberg. Elle se voit surtout chez des sujets âgés. Ça, c'est la principale étiologie dans les pays occidentaux. On a toujours les cas de rhumatisme articulaire aigu. Et dans les 2 cas, ailleurs et chez nous, on a des cas de bicuspidie. Donc jeunes, assez jeunes, moins de 65-70 ans, on évoque le RAA et la bicuspidie. Un sujet vieux, c'est presque toujours dégénératif. Dans l'insuffisance aortique, alors là aussi, il y a 2 cas de figure. Il y a l'insuffisance aortique chronique, il y a l'insuffisance aortique aiguë. L'insuffisance aortique chronique, on a les 2 étiologies qui mettent le rétrécissement aortique, la bicuspidie et le RAA. Donc la bicuspidie et le RAA, plus l'insuffisance aortique dystrophique qui se voit dans les anomalies du tissu élastique, notamment dans le syndrome de Marfan. Quand il y a une anomalie de tissu conjonctif élastique, syndrome de Marfan, syndrome de l'est dans l'os, donc ça prédispose à des dilatations au niveau de l'aorte ascendante, ce qu'on appelle les anévrismes de l'aorte, qui peuvent dilater la valve. Et ça va donner une insuffisance aortique, par dilatation généralement de l'anneau aortique. C'est des insuffisances aortiques dystrophiques. On les voit dans les maladies du tissu élastique, comme dans le syndrome ou la maladie de Marfan. En cas d'insuffisance aortique aiguë, la même chose que pour l'insuffisance mitrale aiguë, c'est des perforations ou des ruptures. Perforation dans le cas de l'endocardite, et les ruptures, c'est quand il y a une dissection de l'aorte. Donc perforation ou rupture, dissection ou endocardite, les 2 principales étiologies d'insuffisance aortique aiguë. Donc voilà une valve aortique normale, tricuspide avec 3 valves. Voilà une valve bicuspide avec 2 valves. Elle prédispose et à la sténose et à la fuite. Elle se voit surtout chez des sujets jeunes. Quand on a un rétrécissement aortique chez un sujet jeune, on évoque la bicuspidie. Une insuffisance aortique également. Chez le sujet jeune, on évoque la bicuspidie aortique. On a le rétrécissement aortique dégénératif avec beaucoup de calcification. Ça, c'est l'étiologie la plus fréquente du rétrécissement aortique chez des sujets âgés, au-delà donc de 70 ans. Et puis, vous avez l'étiologie rhumatismale, le RAA, aussi bien pour la sténose que pour la fuite. Donc là aussi, à évoquer chez des sujets jeunes. Donc, sujet jeune, rétrécissement, vous avez RAA, bicuspidie. Vieux, avec un rétrécissement, on évoque l'étiologie dégénérative. Pour l'insuffisance aortique, on évoque l'étiologie rhumatismale, la bicuspidie, plus on a les anomalies dystrophiques. Vous avez le cas de l'insuffisance aortique aiguë, avec le cas grave de la dissection de l'aorte. Alors, dissection de l'aorte, c'est la paroi qui est disséquée. Le sang, il va créer ce qu'on appelle une fausse cavité, le faux chenal. Donc, le sang, il va pénétrer à l'intérieur de la paroi, il va créer une cavité, il va disséquer ensuite avec une évolution, donc une dissection antérograde vers l'avant ou une dissection rétrograde vers l'arrière. Quand il va disséquer en antérograde, il peut disséquer les troncs supra-aortiques, ça va entraîner des AVC, il peut disséquer les sous-clavières, ça va donner des ischémies. Et quand il va disséquer en aval, c'est là où c'est très grave, il va arriver au niveau de la valve, il va déchirer la valve et ça va entraîner une insuffisance aortique aiguë. Ou bien il peut déverser dans le péricarde, il va donner un hémopéricarde.
Donc ça, c'est l'insuffisance aortique aiguë au cours de la dissection. Donc, aiguë. Quand il y a une insuffisance aortique aiguë, retenez deux principales étiologies. Dans un contexte infectieux, c'est l'endocardite, ou bien c'est une dissection. C'est les deux principales étiologies de l'insuffisance aortique aiguë. Donc la physiopathe, on commence par le rétrécissement aortique. Donc, quand il y a un obstacle au niveau de la valve aortique, la pression au niveau du ventricule gauche va augmenter parce qu'il y a un obstacle à ce niveau-là, et la pression au niveau de l'aorte est plus ou moins maintenue normale. Donc ça va créer ce qu'on appelle le gradient de pression. Pression au niveau du VG élevé, très élevé, pression au niveau de l'aorte plus ou moins maintenue normale. Donc c'est le gradient de pression. Plus le gradient de pression est élevé, plus la sténose est sévère. Et puis le ventricule gauche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lutter contre un obstacle. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut qu'il se muscle. Il faut une hypertrophie pour lutter contre l'obstacle. Donc on aura ce qu'on appelle l'HVG concentrique. Ça veut dire que c'est le même diamètre pour la paroi septale et pour la paroi postérieure. Donc c'est une HVG concentrique pour lutter contre l'obstacle. Donc première conséquence, gradient de pression. Deuxième conséquence, l'HVG. L'HVG est très délétère parce que quand il y a une HVG, ça va demander plus d'oxygène, donc risque d'ischémie, et ça peut écraser les petites artères coronaires, donc il y a un risque d'ischémie. En même temps, quand le ventricule gauche est hypertrophié, il ne peut pas se relâcher. Vous savez que le ventricule gauche assure une double fonction. Fonction systolique, c'est la contraction. Fonction diastolique, c'est le relâchement. En diastole, pour que le sang passe de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche doit se dilater. Et s'il est hypertrophié comme ça, il ne peut pas se dilater, il ne peut pas se relâcher. Et comme il ne peut pas se relâcher, sa cavité va rester une petite cavité, le sang va stagner au niveau de l'oreillette gauche. Et on aura les mêmes répercussions. Donc, appelée insuffisance cardiaque diastolique. Parce que c'est en diastole que les pressions vont s'élever. C'est en diastole qu'il faut qu'il y ait un relâchement. Alors que la fonction systolique, le muscle, il est bien développé. La fonction systolique est conservée. Mais c'est la fonction diastolique qui est altérée en premier lieu. Donc, quelles sont les conséquences physiopathologiques du rétrécissement? 1. Création du gradient de pression. 2. Hypertrophie concentrique avec risque d'ischémie. Et le risque de l'hypertrophie, c'est l'anomalie diastolique de la relaxation et l'insuffisance cardiaque. Pour l'insuffisance aortique, là aussi, on a deux formes. D'emblée, s'il y a une forme aiguë, s'il y a une fuite aiguë, donc le ventricule gauche n'a pas le temps de se dilater, la fuite va directement aller vers la circulation pulmonaire, on aura le tableau d'insuffisance cardiaque. Mais si la fuite est chronique, donc le ventricule gauche va être surchargé. Il y a toujours du volume qui va revenir vers le ventricule gauche. Donc le ventricule gauche va être très dilaté parce qu'il y a une surcharge de volume à ce niveau-là. Donc première conséquence, dilatation du ventricule gauche avec chute de la pression diastolique parce qu'il y a un reflux en diastole de l'aorte vers le ventricule gauche. Donc la pression aortique diastolique va chuter. Chute de la pression diastolique, dilatation du ventricule gauche. En systole, le ventricule gauche est très dilaté. Il va éjecter un volume important, un volume très important, parce qu'il est très dilaté, donc le volume d'éjection est très important. Comme il va éjecter un volume très très important, il va dilater l'aorte. Donc conséquence en systole, c'est la dilatation de l'aorte plus l'hyperpulsatilité. Donc le ventricule gauche dans l'insuffisance aortique, il est très dilaté, il a une force énorme. Selon la loi de Frank-Starling toujours, plus c'est dilaté, plus la force est importante. Il est très dilaté, il va éjecter un volume très très important. On aura une aorte qui est dilatée et on aura tous les signes d'hyperpulsatilité. Tous les signes donc d'hyperpulsatilité artérielle, avec une pression systolique qui est élevée, parce que la pression systolique dépend de l'éjection. Donc, je résume les conséquences. En diastole, chute de la pression diastolique, surcharge du ventricule gauche et dilatation du ventricule gauche. En systole, éjection importante, donc augmentation de la pression systolique, avec hyperpulsatilité artérielle et dilatation au niveau de l'aorte. Et donc, on aura une pression systolique élevée, une pression diastolique qui est basse, c'est l'élargissement de la différentielle. C'est l'un des signes de gravité de l'insuffisance aortique quand la différentielle est très élargie. Donc, on résume la physiopathie. Dans le rétrécissement, il y a le gradient de pression, il y a l'hypertrophie avec risque d'ischémie et le risque de dysfonction diastolique. Dans l'insuffisance aortique, quand c'est chronique, le VG dilaté,
Donc, quand le VG est dilaté, la pression diastolique va diminuer. Et comme le VG est dilaté, il va éjecter un volume important. Il va entraîner l'hyperpulsatilité et l'augmentation de la pression systolique et la dilatation de l'aorte. Donc ça, c'est les conséquences de l'insuffisance aortique chronique. Dilatation du VG, dilatation de l'aorte, augmentation de la pression systolique, diminution de la pression diastolique, hyperpulsatilité artérielle. Dans la fuite aiguë, alors il n'y a pas le temps pour le VG pour qu'il se dilate. Donc toute la fuite va passer au niveau de la circulation pulmonaire. VG non dilaté, aorte non dilatée, on aura directement le tableau d'insuffisance cardiaque gauche aiguë. La clinique, là aussi c'est pratiquement les mêmes signes. Quand il y a une insuffisance ou un rétrécissement aortique, le risque c'est que les débits aortiques, donc le débit de perfusion des organes va diminuer. Donc il va diminuer, il va créer la première artère branche de l'aorte, c'est les artères coronaires. Ça peut créer un angor par diminution de perfusion. Ça peut créer une diminution de perfusion cérébrale, c'est les syncopes et les lipothymies. Et enfin, la dyspnée d'effort qui est un signe d'insuffisance cardiaque. Ça veut dire que là, les pressions sont très élevées au niveau de la circulation pulmonaire. Donc vous avez angor, syncope et dyspnée d'effort. Et vous avez le risque d'insuffisance cardiaque tardive, surtout dans l'IAO, parce que dans l'IAO, le VG est très dilaté. Donc il y a un risque important d'insuffisance cardiaque, mais c'est un risque qui est tardif. Là, c'est une courbe dans la sténose aortique, le rétrécissement aortique. Quand le malade est asymptomatique, il n'y a pas de symptômes, c'est bien compensé par l'hypertrophie. Vous voyez que la survie est pratiquement de 100%, et dès qu'il y a l'apparition de symptômes, ça modifie significativement le pronostic. Quand il y a par exemple l'apparition de l'angor, en absence de traitement, la survie est entre 4 à 6 ans. En apparition de syncope, donc diminution de la perfusion cérébrale, là la survie est moins de 4 ans. Et quand il y a une dyspnée, c'est-à-dire que ça arrive au stade d'insuffisance cardiaque, là la survie en absence de traitement est de 2 ans. Donc retenez, le rétrécissement aortique est très longtemps donc asymptomatique parce qu'il est compensé par l'hypertrophie. Et dès qu'il y a les symptômes, c'est la diminution du débit aortique avec risque d'angor, risque de syncope lipothymie et risque de dyspnée. À partir de ce moment-là, où les symptômes vont apparaître, on aura le pronostic qui va devenir très défavorable, avec un risque important de décès. L'auscultation dans le rétrécissement aortique, donc là c'est un souffle systolique, B1, fermeture de la valve mitrale et tricuspide, ensuite la systole, ensuite B2, la fermeture de la valve aortique. Donc là, vous avez un souffle systolique. Donc le sang en systole, il va passer à travers un orifice qui est rétréci. Donc il va lutter contre l'obstacle. Et en systole, on entend un souffle. Le souffle est habituellement rude, intense au niveau du foyer aortique. C'est l'un des souffles les plus faciles à reconnaître. Hein. C'est un souffle systolique entre B1 et B2 au niveau du foyer aortique. L'irradiation est très caractéristique. Donc le sang, il essaye de monter. Il y a un obstacle, il va essayer de monter vers l'aorte. Donc l'irradiation est ascendante vers le cou et donc vers les troncs supra-aortiques, vers les carotides. Donc on entend un souffle systolique au niveau du foyer aortique et on entend ce même souffle à l'auscultation des carotides. Donc c'est très caractéristique. Vous avez un souffle systolique intense, rude, au niveau du foyer aortique qui irradie vers le haut, vers les carotides. Et quand la sténose est sévère, si la sténose est très sévère, quand la valve se ferme, elle n'entraîne pas de bruit, on aura une abolition du B2. Donc c'est classique, surtout c'est hypertombable, par exemple dans les cas cliniques où il y a les dossiers. L'un des critères de sévérité à la clinique d'une sténose aortique, c'est l'abolition du B2. Donc quand la valve est très rigide, très calcifiée, quand elle se ferme, elle ne fait aucun bruit, et donc on aura une abolition du deuxième bruit, abolition du B2. Donc retenez, souffle intense, rude râpeux, au niveau du foyer aortique, irradie vers les carotides, accompagné d'une abolition du B2 si la sténose est sévère. Dans l'insuffisance aortique, alors le sang il va retourner vers le VG. Donc l'irradiation est descendante le long du bord gauche du sternum. Dans le rétrécissement, le sang il va monter. Dans l'insuffisance, le sang il va régurgiter vers le VG dans l'insuffisance. Et donc on aura un souffle diastolique au foyer aortique qui irradie le long du bord gauche du sternum. Habituellement, je vous ai dit que les souffles de fuite sont des souffles doux. Les souffles de sténose sont des souffles intenses et rudes. Donc c'est un souffle doux au foyer aortique, irradie le long du bord gauche du sternum. Appelé essentiellement, il est doux aspiratif. C'est comme si le ventricule gauche, il aspire le sang
de l'aorte. Il est doux, aspiratif, au niveau du foyer aortique, irradie le long du bord gauche du sternum. Donc, c'est un souffle diastolique. Il y a des signes d'accompagnement. Quand l'insuffisance aortique est très sévère, le ventricule gauche est très dilaté. Au moment de l'éjection, quand le ventricule gauche va éjecter, il va éjecter une quantité très importante. Donc, cette quantité de sang très importante en systole va passer à travers un orifice normal. C'est un orifice non sténosé. Mais c'est un orifice normal qui ne peut pas supporter un volume important. Donc, il va donner quoi? Un souffle. C'est un souffle d'accompagnement. C'est le souffle systolique d'accompagnement. C'est un signe de sévérité. Donc, je répète, si le VG est très dilaté, l'éjection est importante, le volume éjecté important va passer en systole à travers un orifice normal, ça crée des turbulences et ça va créer un souffle systolique qu'on appelle souffle systolique d'accompagnement. Et puis, toujours un autre signe de gravité, le roulement de Flint au foyer mitral. Vous voyez phléco, chauffonnaya, la valve aortique. Et vous voyez la valve mitrale. Vous savez que la valve aortique et la valve mitrale sont très proches l'une de l'autre. Quand il y a une fuite aortique, c'est en diastole. La valve mitrale, elle est ouverte. Si la fuite est importante, ce G, va gêner l'ouverture de la valve. Il va obstruer un petit peu la valve. Ça va créer une sténose fonctionnelle. Cette sténose mitrale fonctionnelle, on va l'entendre sous forme d'un roulement, qu'on appelle le roulement de Flint. Donc, 2 critères de sévérité à l'auscultation, souffle systolique d'accompagnement au foyer aortique, le roulement de Flint au foyer mitral. Et puis, vous avez les signes périphériques d'hyperpulsatilité. Donc, vous voyez sur cette vidéo qu'il fait, donc il y a une hyperpulsatilité importante au niveau des carotides. Vous voyez l'hyperpulsatilité. C'est dû à quoi? C'est dû à l'éjection. Donc, l'éjection est très importante, le volume éjecté est très important, et tout ce qui dépend de l'éjection, les pouls, dépend de l'éjection. La pression systolique dépend de l'éjection. Tout ce qui va dépendre de l'éjection va être amplifié. Donc, on résume la clinique. Le rétrécissement aortique va donner le souffle. On a vu le souffle au niveau du foyer aortique, rude drapeux, irradie vers les carotides. Abolition du B2 dans les sténoses sévères et la pression systolique qui est basse avec pincement de la différentielle parce qu'il y a un obstacle à l'éjection, donc la pression systolique va être basse avec pincement de la différentielle. C'est le contraire dans l'insuffisance aortique. Dans l'insuffisance aortique, qu'est-ce qu'on a? On a le choc de pointe parce que le choc de pointe, il dépend de l'éjection. Quand on va palper le choc de pointe au niveau de la pointe du cœur, on aura un choc de pointe qui est ample et parfois même il est visible à distance. C'est ce qu'on appelle le choc de pointe en dents de barre. Éjection très importante, activité cardiaque en systole très importante, et donc choc de pointe qui va être ampli, ce qu'on appelle le choc de pointe en dents de barre. Et puis, comme l'éjection est importante, pression systolique élevée, en diastole, il y a une pression diastolique qui est basse par la régurgitation, donc on aura un élargissement de la différentielle. La pression systolique élevée, l'éjection importante, on aura l'hyperpulsatilité, on a vu, danse des artères de Musset. On vient de voir la danse de Musset au niveau des carotides. C'est des poux au niveau des carotides qui sont très amples. Et même les poux, les autres poux, qui met le poux radial, est très ample, qu'on appelle le poux de Corrigan. Donc tout ce qui va dépendre de la pression systolique et de l'éjection qui met les poux, va donc avoir une hyperpulsatilité. On a le souffle diastolique au niveau du foyer aortique, irradie le long du bord gauche du sternum. Les signes de gravité, le souffle systolique d'accompagnement par hyperdébit, et ça gêne l'ouverture de la mitrale, ça peut donner le roulement diastolique de Flint. Et le B3, toujours quand il y a un B3, c'est un critère de gravité, ça signe une insuffisance cardiaque. Dans toute valvulopathie, l'existence d'un B3 est un critère de sévérité, c'est un critère de gravité. Ça signe une insuffisance cardiaque. Donc les examens complémentaires. Donc qu'est-ce qui est dilaté? Le rétrécissement aortique. Habituellement, il n'y a rien. Le CG, on voit une HVG parce qu'il y a une hypertrophie. On voit donc une hypertrophie ventriculaire gauche avec possible trouble du rythme et de la conduction. C'est d'ailleurs l'une des principales causes de décès dans le rétrécissement. Le ventricule est hypertrophié, donc on peut voir des troubles du rythme. Chaque fois qu'il y a une hypertrophie ventriculaire, ça peut créer des troubles du rythme graves, voire même une mort subite. Et puis, quand il y a une valve qui est calcifiée, les calcifications peuvent atteindre les voies de conduction, parce que la valve aortique est proche des voies de conduction. Donc, on aura une calcification au niveau du nœud auriculoventriculaire et ça peut créer des troubles de la conduction, des BAV. Donc, c'est les deux anomalies qu'il faut chercher. HVG systolique, parce que l'anomalie est systolique. Un HVG est diastolique dans l'insuffisance aortique.
il y a une dilatation du ventricule gauche et l'HVG est diastolique. Un autre signe qu'il faut chercher à le saisir, le rétrécissement aortique, les troubles du rythme et les troubles de la conduction. Le téléthorax, alors dans le RAO, comme c'est une hypertrophie, le ventricule gauche non dilaté, habituellement téléthorax strictement normal. On peut voir une toute petite dilatation de l'aorte. La dilatation de l'aorte dans le rétrécissement aortique, c'est dû à quoi? C'est dû à ce qu'on appelle la lésion du G. Donc le rétrécissement aortique, quand il est serré, il va lutter contre l'obstacle, il éjecte, il va augmenter son temps d'éjection. Donc il va éjecter à travers un orifice rétréci. Pour lutter contre cet orifice-là, il va augmenter le temps d'éjection. Il va donc augmenter son temps d'éjection. Le sang, il va arriver au niveau de l'aorte avec un temps d'éjection important. Ça peut dilater un petit peu l'aorte. C'est ce qu'on appelle la lésion du G. Alors que dans l'insuffisance aortique, il y a une dilatation importante de l'aorte et une dilatation du VG. Donc, insuffisance aortique, dilatation aorte-VG. Dans le rétrécissement aortique, habituellement rien ou une petite dilatation de l'aorte ascendante. Voilà la différence entre HVG systolique et HVG diastolique, le CG. Systolique par surcharge de pression, qui m'a dans l'insuffisance aortique, et diastolique par surcharge de volume. C'est le cas de l'insuffisance aortique. Donc l'HVG, le diagnostic, c'est l'augmentation des indices, notamment l'indice de Sokolov et l'indice de Cornell. Sokolov, la limite, c'est 35. Cornell, la limite, c'est 20 chez la femme et 28 chez l'homme. Quand on a une augmentation des indices, ça signe généralement une HVG. Entre systolique et diastolique, donc la systolique en V5, V6 à gauche, parce qu'on parle d'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc on voit toujours à gauche, en V5, V6. Donc si c'est systolique, on voit une disparition de l'onde Q avec une onde T négative. Et le contraire si c'est une surcharge diastolique, une onde Q profonde avec une onde T positive. Donc quand on voit ça, avec augmentation des indices, c'est l'HVG diastolique. Quand on voit ça avec augmentation des indices, c'est l'HVG systolique. Là aussi, c'est hypertombable dans les cas cliniques et dans les dossiers. Là, on voit le téléthorax, rétrécissement aortique, chauffe-eau le VG, il est normal, l'oreillette gauche non dilatée, l'arc, il est convexe, les concaves, pardon. On voit une petite dilatation de l'aorte. Voilà l'arc supérieur droit qui est convexe. Donc, la dilatation de l'aorte. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la dilatation de l'aorte par l'arc supérieur droit convexe, la même chose que Hnaya. Mais en plus, on a un arc inférieur gauche allongé. Donc là, c'est une dilatation du VG. L'insuffisance aortique chronique dilate le VG et dilate l'aorte. Le rétrécissement aortique, habituellement, on voit un téléthorax normal ou une petite dilatation de l'aorte ascendante. Bien sûr, au stade de début, dans les stades tardifs, quand la sténose va évoluer, ça peut évoluer vers la dilatation du ventricule. Là, c'est vraiment les stades tardifs. Donc, l'écho, la même chose, ça confirme le diagnostic dans les deux cas. On étudie le retentissement. Alors, le RAO retentit sur le VG par le biais de l'hypertrophie. L'insuffisance aortique va retentir sur l'aorte, elle va dilater l'aorte et elle va dilater le ventricule gauche. Donc, on voit est-ce qu'il y a une dilatation de l'aorte, est-ce qu'il y a une dilatation du ventricule gauche. Dans l'insuffisance aortique, on cherche également l'étiologie. Pour la sévérité, c'est la même chose. Pour les valvulopathies mitrales et les valvulopathies aortiques, c'est les mêmes critères de sévérité. Pour les sténoses, c'est le gradient et la surface. Pour les insuffisances, c'est la surface de l'orifice et le volume de régurgitation. Donc le gradient, là, quand il est supérieur à 40, la différence de pression entre VG aorte est supérieure à 40, c'est un critère de sévérité. Si la surface est inférieure à 1, le RM c'est 1,5, là c'est 1. Si c'est inférieur à 1, c'est un critère de sévérité. La présence d'un seul critère est suffisante pour dire que la sténose est serrée. Dans l'insuffisance aortique, sort surface de l'orifice régurgitant supérieur ou égal à 30, 40 dans l'insuffisance mitrale. Le volume de régurgitation, c'est le même que pour l'insuffisance mitrale, c'est-à-dire 60 ml. Alors, les complications, la complication principale du rétrécissement aortique, c'est la mort subite, secondaire à l'HVG et les troubles du rythme et de la conduction. Troubles du rythme parce qu'il y a une HVG, troubles de conduction parce que les calcifications vont déborder sur les voies de conduction, c'est l'une des principales causes de décès. Sinon, on aura des complications hémodynamiques, insuffisance cardiaque, possible embolie calcaire, donc les calcifications vont se détacher, elles vont emboliser, ça va donner des embolies calcaires, et ça peut se compliquer également d'endocardite infectieuse. Même chose ici, il y a le risque d'endocardite infectieuse, et là, comme l'aorte est dilatée, le VG est dilaté, qu'est-ce qu'il y a comme risque? L'aorte est dilatée, il y a le risque de dissection. C'est un risque très important dans l'insuffisance aortique. Plus l'aorte ascendante est dilatée,
plus il y a le risque de dissection ou de rupture aortique. Et enfin, le VG dilaté, ça peut donner des insuffisances cardiaques. Donc, on peut déduire, selon les répercussions et les conséquences physiopathologiques, on peut déduire les complications. Là, le risque de mort subite, comme il n'y a pas d'HVG, c'est un risque qui existe, mais c'est un risque qui est plus rare. Il est beaucoup plus fréquent dans la sténose aortique par rapport à l'insuffisance aortique. Le traitement, le RAO, il n'y a aucun traitement médical. C'est un traitement qui est chirurgical ou interventionnel. Et on intervient, comme je vous ai déjà dit, il faut qu'il soit serré, symptomatique. Là aussi, il faut qu'elle soit sévère et symptomatique. Dans toutes les valvulopathies, il faut qu'elles soient serrées, sévères, symptomatiques ou asymptomatiques avec retentissement. Le RAO, il va retentir sur quoi? Sur le ventricule qui va s'hypertrophier. Quand il y a une hypertrophie importante, ou bien il s'agit de faux asymptomatiques, c'est des patients qui ne bougent pas. Là, on va chercher vraiment les symptômes. Donc, le rétrécissement aortique serré symptomatique ou asymptomatique à haut risque, on peut donc remplacer la valve, c'est le principal traitement. Donc, il faut remplacer la valve. Si on ne peut pas remplacer parce qu'il y a une contre-indication ou un haut risque, on peut implanter la valve par voie percutanée, ce qu'on appelle le TAVI. C'est l'implantation percutanée de la valve aortique. C'est l'une des principales nouveautés dans le traitement des valvulopathies ces dernières années. Le TAVI, implantation percutanée de la valve aortique. C'est quand il y a un haut risque chirurgical ou bien une contre-indication. Ça veut dire que ça, c'est un traitement sans ouvrir la cage thoracique, sans sternotomie. C'est percutané. Si donc, je résume, rétrécissement aortique serré symptomatique ou asymptomatique à haut risque, si le malade, on peut l'opérer, on va faire un remplacement. Si le malade présente une contre-indication ou bien un haut risque chirurgical, on va indiquer le TAVI. Pour l'insuffisance aortique, on peut donc prescrire un traitement médical. On a les IEC, les bêta-bloquants. Il y a certaines études qui ont trouvé que si on prescrit les IEC, ça peut réduire l'évolution de la dilatation du ventricule gauche. Et certaines études ont également trouvé qu'en prescrivant des bêta-bloquants, ça peut diminuer la progression de la dilatation de l'aorte. Donc pour la dilatation de l'aorte, pour diminuer l'évolution de la dilatation de l'aorte, on peut prescrire des bêta-bloquants. Et pour diminuer la progression de la dilatation du VG, c'est les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les IEC. Donc, même chose, il faut que ce soit sévère, symptomatique, ou asymptomatique avec retentissement. L'insuffisance aortique va retentir sur quoi? Le VG et l'aorte. Ça veut dire que si elle est sévère, symptomatique, ou asymptomatique avec dilatation importante du VG, ou bien avec une chute de la fraction d'éjection du ventricule gauche, ou bien avec une dilatation importante de l'aorte, dans ce cas-là, on va intervenir. On va faire un remplacement de la valve aortique, c'est le seul traitement, il n'y a qu'un seul traitement interventionnel. Il faut remplacer la valve. Et si l'aorte est également touchée, elle est très dilatée, on remplace également l'aorte. Donc si la valve est touchée et que l'aorte est très dilatée, il faut remplacer les deux. C'est ce qu'on appelle l'intervention de Bentall. Remplacement de la valve aortique et remplacement de l'aorte ascendante. Voilà l'exemple du TAVI, implantation percutanée de la valve aortique. Donc on introduit la valve sur un ballon, on va gonfler et puis on va larguer la valve par voie percutanée. Donc, je vous ai dit, ça c'est l'une des principales nouveautés technologiques dans le traitement des valvulopathies. Donc, implantation percutanée de la valve aortique si le patient présente des contre-indications ou bien à haut risque chirurgical. Et vous voyez, il y a l'intervention de Bentall. Chauffons le tube. Ça, c'est un tube prothétique et qui contient une valve. C'est la valve qu'on va implanter. Là, on va l'implanter. Donc, c'est remplacement de la valve aortique et remplacement de l'aorte. Ça, c'est l'intervention de Bentall quand il y a une insuffisance aortique avec dilatation de l'aorte ascendante. Bien sûr, s'il y a une insuffisance aortique sévère, sans dilatation importante de l'aorte, on ne remplace que la valve aortique. On ne remplace pas donc l'aorte ascendante. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère que ça n'a pas été long. Et je termine sur cette image, cette photo, parce que je suppose que ça vous manque le chalet. Je suppose que ça vous manque. Donc ça, c'est l'image du bloc administratif de notre chère faculté de médecine de Constantine. Donc je vous remercie. Et si vous avez des questions, je vais répondre aux questions. Allô?
Allô. Al-Hakim. Donc, s'il y a des questions, je ne sais pas où est-ce qu'on va trouver les questions. Donc, c'est dans les commentaires. Bon, les questions, Donc, apparemment, ils ont tout compris. Il n'y a pas de questions. je pense que si. Sinon, s'il y a des questions, bah bon. Enfin, il y a une question maintenant. Voilà. Euh, est-ce que vous avez l'accès aux commentaires? Voilà. Donc, là, j'ai trouvé une question. C'est Ryan Rjam qui pose une question. Quelle est la différence entre le mécanisme adaptatif qui se passe dans le RAO et dans l'IAO? Alors, le RAO, c'est un obstacle à l'éjection. Donc, l'adaptation se fait par quoi? Par l'hypertrophie. Parce qu'il faut lutter contre un obstacle. Donc, l'adaptation, c'est l'hypertrophie. C'est l'hypertrophie qui va lutter contre l'obstacle et le VG n'est pas dilaté. Alors que dans l'insuffisance aortique, le ventricule gauche est soumis à une surcharge de volume. Il va recevoir plus de volume. Il y a une régurgitation. Et donc, le principal mécanisme adaptatif dans ce cas-là, c'est la dilatation du ventricule gauche. Donc, on a le principal mécanisme adaptatif, Fleurac, petit aortique, c'est l'hypertrophie de la paroi. Dans l'insuffisance aortique, c'est la dilatation du ventricule gauche. Aussi. Bon. Je n'ai pas bien compris le mécanisme du roulement de Flint. Voilà. On va répéter le mécanisme du roulement de Flint. On va passer là. On aura une image. Est-ce qu'il y a une image? Voilà. Donc, quand il y a une fuite, en diastole, d'abord, il faut savoir qu'il y a une contiguïté micro-aortique. Ça veut dire que quand on voit réellement, on coupe le cœur, la valve aortique et la valve mitrale sont très proches l'une de l'autre. Il y a une contiguïté micro-aortique. Donc, quand il y a une fuite, le sang il va passer à l'aorte et le ventricule gauche. Il va passer de l'aorte vers le ventricule gauche en diastole. Et la valve mitrale, elle est ouverte. Parce que j'ai le sang quand il va retourner vers la ventricule gauche. Normalement, il ne le retourne pas. Donc, s'il le retourne, il trouve une valve mitrale ouverte, il va gêner l'ouverture. Il khabak la valve mitrale. Et on aura une refermeture de la valve mitrale parce que le jet, il va taper sur la valve mitrale. On aura une refermeture de la valve mitrale, ça va créer une sténose. Et donc, ça va créer le même signe que le roulement diastolique, le roulement de Flint. Ça, c'est un signe de sévérité. Vraiment, il gêne. Il faut que ce volume soit vraiment important pour qu'il gêne l'ouverture de la valve mitrale. Je ne sais pas où est-ce que... Hakim, Oui. est-ce que vous pouvez voir les commentaires quand je les partage sur l'écran? Ah, sur l'écran. Oui. S'il vous plaît, docteur, vous pouvez répéter c'est quoi la dilatation du G. Alors là aussi, on va retourner sur l'image du rétrécissement. Dans le rétrécissement aortique, donc il y a un obstacle à ce niveau-là, le ventricule gauche il va s'hypertrophier pour lutter contre l'obstacle. Et donc pour lutter contre l'obstacle, pour éjecter un volume normal, quel est le mécanisme? D'abord, il doit s'hypertrophier, se muscler. Ensuite, pour maintenir le débit NAIA, il faut augmenter le temps. Parce qu'il trouve un obstacle. Donc la quantité de sang qui va passer, pour qu'elle passe, pour qu'une quantité normale passe, il faut plus de temps parce qu'il y a un obstacle. Donc il va y avoir une augmentation du temps d'éjection. Cette augmentation du temps d'éjection, ce jet se fait directement sur l'aorte. Et comme il y a un jet direct sur l'aorte avec un temps d'éjection allongé, ça peut dilater avec le temps l'aorte. Mais c'est une petite dilatation. Ce qui explique les dilatations de l'aorte, le rétrécissement, sont moins importantes par rapport à l'insuffisance. C'est une petite dilatation qu'on appelle la lésion du G. Comment savoir si l'aorte est dilatée par quel mécanisme? Comment ça, par quel mécanisme?
Par quel mécanisme? Donc, dans l'insuffisance aortique, généralement, il y a de dilatations importantes de l'aorte. Dans le rétrécissement aortique, il y a de petites dilatations de l'aorte. Quand il y a une dilatation importante, quand il y a une dilatation importante de l'aorte, dans le rétrécissement, on peut suspecter ce qu'on appelle l'anévrisme, parce que généralement, le rétrécissement, il ne dilate pas trop l'aorte ascendante. Quand l'aorte est trop dilatée, une dilatation importante de l'aorte ascendante, alors qu'il s'agit d'un rétrécissement seul, il y a deux explications. Soit il s'agit d'une insuffisance aortique associée, dans ce cas-là, il s'agit d'une maladie aortique, soit il s'agit d'une dilatation aortique d'autre origine, c'est ce qu'on appelle les anévrismes de l'aorte ascendante. J'espère que j'ai répondu à votre question. Par quel mécanisme l'hypertrophie ventriculaire va causer des troubles du rythme et de la conduction? Bon, il faut savoir que les troubles de la conduction, ce n'est pas généralement l'hypertrophie. Les troubles de la conduction, c'est surtout les calcifications. Donc, une valve aortique qui est calcifiée, la valve aortique est très proche des voies de conduction, le nœud auriculo-ventriculaire, le tronc commun de faisceau de His et les branches. Donc, les calcifications liées à la valve aortique peuvent ensuite envahir en quelque sorte les voies de conduction, ça va bloquer les voies et ça entraîne les BAV ou les blocs de branches. Alors, l'hypertrophie, sachez qu'une règle générale, chaque fois qu'il y a trop de muscles dans le ventricule, ça prédispose aux extrasystoles ventriculaires et aux troubles du rythme plus graves qui mal à TV, parce que ça peut générer ce qu'on appelle des anomalies électrophysiologiques. Ce qui explique par exemple que les sportifs de haut niveau, qu'il y a des sportifs de haut niveau qui ont des hypertrophies importantes, c'est ce qu'on appelle le cœur d'athlète, et qui ont une fréquence élevée de mort subite. Donc, quand il y a une hypertrophie ventriculaire gauche, ça prédispose, donc il y a des anomalies électrophysiologiques et ça peut provoquer des troubles du rythme. Les troubles de conduction, c'est beaucoup plus l'extension des calcifications vers les voies de conduction. Différence entre HTAP passive et HTAP active. Alors, on revient. Voilà. Donc, quand il y a une hyperpression au niveau de la circulation pulmonaire, soit par la sténose, soit par la fuite, toutes les cardiopathies gauches, en fait, toutes les cardiopathies qui atteignent le cœur gauche, quand il y a une hyperpression, à ce niveau-là, ça va retentir sur la circulation pulmonaire. Ensuite, l'hyperpression capillaire arrive au niveau de l'artère. Quand c'est uniquement l'excès de liquide, c'est le liquide qui est en excès. On parle d'une HTAP passive. Elle est dite post-capillaire parce que l'origine TAHA, il est post-capillaire. C'est la pression augmentée ici, au niveau de l'oreille gauche, qui a retenti par la suite sur l'artère. C'est une HTAP passive post-capillaire, habituellement réversible. Si on traite la cause, l'hyperpression va disparaître. Par contre, l'HTAP active, c'est quoi? Si cette HTAP passive va persister dans le temps, l'artère va lutter. Elle ne va pas se laisser faire. Mettre là, il y a un excès de liquide et puis c'est tout. Non, l'artère, elle peut lutter contre l'excès de liquide. Par quoi? L'artère, elle a une paroi musculaire. Donc, elle peut se contracter, la paroi musculaire peut se contracter, ça va entraîner une vasoconstriction. Cette vasoconstriction, elle va diminuer la quantité de liquide dans la lumière artérielle, mais elle va augmenter les pressions. Parce que la pression, elle dépend et du volume et de la paroi. Donc, ça va donner ce qu'on appelle la HTAP active. Active, elle n'est pas passive. Passive, c'est le liquide. Active, c'est la vasoconstriction. C'est quelque chose d'actif. C'est de la contraction. Donc, l'HTAP active est dite précapillaire. Parce que l'origine TAHA, il est précapillaire. C'est l'artère elle-même qui est à l'origine de la vasoconstriction et de l'HTAP. Dans ce cas-là, elle est généralement irréversible. Elle est généralement irréversible, même si vous traitez la cause. Donc, HTAP passive post-capillaire, HTAP active précapillaire. Dans la maladie mitrale, quelle est la physiopathologie et l'évolution, s'il vous plaît? Bon, dans la maladie mitrale, le RM et l'insuffisance, vous savez que quand il y a une association RM-insuffisance, c'est presque toujours rhumatismal. Et on voit beaucoup de maladies mitrales chez nous. Mais il y a presque toujours une valvulopathie dominante. Presque. Ça veut dire qu'on parle d'une maladie mitrale après dominance de sténose, une maladie mitrale après dominance de fuite. Donc, quand c'est la fuite qui prédomine, dans ce cas-là, on aura les répercussions en amont, plus la dilatation du ventricule gauche. Par contre, si c'est une maladie mitrale avec une petite fuite mitrale,
et un RM serré, ce qu'on appelle la maladie mitrale à prédominance de sténose. Dans ce cas-là, on aura la répercussion en amont, mais il n'y a pas de répercussion en aval. Si vous avez les deux qui sont graves, ce qui est rare, hein, généralement qui est toujours qui est prédominante et l'autre qui est minime ou la modérée. Si vous avez les deux qui sont sévères, dans ce cas-là, on aura et les répercussions en amont sur la circulation pulmonaire et les répercussions en aval. Y a-t-il des signes d'essence cardiaque dans le RM sévère? Là également, c'est une très bonne question. Parce qu'on confond entre insuffisance cardiaque et insuffisance ventriculaire. Quelle est l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance ventriculaire? On revient à l'image. L'insuffisance cardiaque, c'est quoi? C'est quand le cœur ne fonctionne pas bien. Quand on parle d'insuffisance cardiaque gauche, le cœur gauche ne fonctionne pas bien. Si le cœur gauche ne fonctionne pas bien, le résultat, c'est quoi? C'est que la pression va monter à ce niveau-là. On a des signes d'insuffisance cardiaque qui met dans le RM, on a des signes d'insuffisance cardiaque gauche. Parce qu'il y a une anomalie là qui a entraîné une augmentation de la pression à ce niveau-là et on aura des signes d'insuffisance cardiaque gauche. Mais l'insuffisance ventriculaire gauche, c'est une partie. Quand la cause, si la cause du dysfonctionnement, c'est le ventricule. Par exemple, on a un IDM au niveau du ventricule. Ça va augmenter la pression sur le ventricule gauche. Ensuite, au niveau de l'oreille gauche. Ensuite, la même chose. Donc, l'IDM va entraîner une insuffisance cardiaque gauche par le biais d'une insuffisance ventriculaire gauche. Donc, si je résume, le RM, il entraîne une insuffisance cardiaque gauche sans insuffisance ventriculaire gauche. Alors que l'IM, comme elle va dilater le ventricule gauche, elle peut entraîner une insuffisance cardiaque gauche par insuffisance ventriculaire gauche. J'espère que ça a été clair parce que c'est une question qui est très importante. Il faut faire la différence entre insuffisance cardiaque et ventriculaire. Donc, cardiaque, c'est le tout. C'est quand le cœur gauche ne fonctionne pas bien, que ce soit le ventricule ou une autre cause. Quand la cause, c'est le ventricule, on parle d'une insuffisance ventriculaire gauche. Pourquoi il y a une chute? Et pourquoi il y a une chute de pression diastolique? Parce que tout simplement qu'il y a un reflux. L'insuffisance aortique, c'est quoi? C'est le reflux du sang de l'aorte vers le ventricule gauche en diastole. Donc la pression systolique, il y a deux pressions. On a la pression systolique et la pression diastolique. La pression systolique dépend de l'éjection. La pression diastolique, elle dépend donc de la diastole, du volume qui reste de la diastole. Et comme dans l'insuffisance aortique, en diastole, il y a un reflux. Le sang, il va refluer de l'aorte vers le ventricule gauche. Donc, on aura une chute de la pression diastolique. Non, normalement, les bêta-bloquants sont contre-indiqués dans l'insuffisance aortique, sauf en cas de maladie de Marfan, n'est-ce pas? Bon, je vais vous répondre. Est-ce que les bêta-bloquants sont contre-indiqués dans l'insuffisance aortique? Là, ça c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Donc, les bêta-bloquants ne sont pas contre-indiqués. Quelles sont les contre-indications? Ben, les bêta-bloquants. Un trouble conductif, une insuffisance cardiaque décompensée, etc. Donc, ils sont indiqués. Ils sont indiqués surtout quand il y a une dilatation de l'aorte. Ça veut dire que les bêta-bloquants, l'intérêt de l'insuffisance aortique, c'est quoi? C'est qu'ils ralentissent la dilatation de l'aorte. Et comme la maladie de Marfan, c'est une maladie de tissu élastique, c'est elle qui dilate le plus l'insuffisance aortique, l'aorte. Elle s'accompagne d'un anévrisme de l'aorte. Donc l'intérêt des bêta-bloquants dans l'insuffisance aortique est beaucoup plus dans la maladie de Marfan. Et là également, c'est une excellente question, parce que ça, vous savez que comme les bêta-bloquants dans l'insuffisance aortique, l'étude qui a confirmé l'intérêt des bêta-bloquants dans l'insuffisance aortique, c'est une étude qui a été faite chez les malades atteints de la maladie de Marfan. On a par extrapolation, comme il diminue dans la maladie de Marfan, donc il va agir sur la dilatation, on va donner les bêta-bloquants à tous les patients qui ont une dilatation, on va dire, un peu importante de l'aorte. L'intérêt des bêta-bloquants, c'est qu'ils diminuent la dilatation de l'aorte, surtout dans les étiologies où il y a une dilatation importante de l'aorte qui met dans la maladie de Marfan. Pas quel mécanisme? Avec les bêta-bloquants, donc ils vont entraîner une diminution de la fréquence cardiaque. Par quel mécanisme? Ils diminuent. Donc c'est une diminution de la fréquence cardiaque.
Donc la fréquence cardiaque est la systole et la diastole. La systole est fixe. On peut agir sur la diastole. Donc les bêta-bloquants, ils vont allonger en quelque sorte le temps de la diastole. Et comment ils vont allonger le temps de la diastole? Ils vont diminuer le risque de la dilatation. C'est comme ça qu'ils diminuent le risque de la dilatation. Donc ce qu'il faut retenir, hein, bêta-bloquant et insuffisance aortique. La preuve, c'est dans la maladie de Marfan. Plus de preuves dans la maladie de Marfan. Par extrapolation, chaque fois qu'on a une insuffisance aortique avec une dilatation, on va dire, assez importante de l'aorte, on va donner des bêta-bloquants dans le but de ralentir, quoiqu'on n'a pas les preuves, hein, en dehors de la maladie de Marfan, on n'a pas les preuves, mais on va les donner dans le but de ralentir un petit peu la dilatation de l'aorte. Prochaine question. Comment on peut reconnaître que le RAO est asymptomatique à haut risque pour le traitement? Alors le RAO, donc quand il est asymptomatique, à haut risque c'est quoi? Bon, je n'ai pas voulu détailler. Hein. Dans le RAO asymptomatique, si vous avez un RAO sévère, d'abord il faut qu'il soit sévère, hein, pour le traitement. Quand il est sévère asymptomatique, la première chose qu'il faut évoquer c'est quoi? C'est quand il s'agit de faux asymptomatiques. Le RAO, c'est beaucoup plus dégénératif, et c'est surtout chez des sujets âgés, parfois même très âgés, supérieurs à 80-90 ans. Donc, c'est des sujets qui ont une mobilité qui est réduite. Donc, ils ne font pas d'effort. Et comme les symptômes du RAO sont d'abord des symptômes à l'effort, donc parfois il s'agit de faux asymptomatiques, parce que les sujets, ils ne font pas d'effort, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de symptômes. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans le RAO serré asymptomatique, on fait l'épreuve d'effort. Déroule l'épreuve d'effort, je vois est-ce qu'il y a une apparition des symptômes à l'effort. Et dans ce cas-là, on va dire que c'est des faux asymptomatiques. Ils étaient asymptomatiques parce qu'ils ne faisaient pas d'effort. Deuxième cas, quand est-ce que le RAO serré asymptomatique est à haut risque? Dans le cas où il y a des dégâts sévères. Par exemple, quand il y a une HVG importante. Quand il y a une HVG importante à partir d'une certaine limite, vous n'êtes pas censé savoir ou connaître les limites. Donc, quand il y a une HVG importante. Ou là, quand il y a une progression importante, c'est-à-dire les calcifications évoluent rapidement, ou là, la vitesse évolue rapidement. Donc, pour simplifier, on va simplifier, le RAO serré asymptomatique à haut risque, c'est quoi? C'est soit c'est un faux asymptomatique parce qu'il ne fait pas d'effort, et dans ce cas-là, on va demander une épreuve d'effort. Soit il s'agit de dégâts importants, comme par exemple une HVG importante. J'espère que ça a été clair. Quels sont les signes échocardiographiques de gravité du RAO serré symptomatique? Bon, les signes de gravité, pour dire que le RAO est serré. Quand il est serré, c'est plus les signes de gravité, il est grave. Chouf, RAO serré, ça veut dire qu'il est sévère, c'est bon. Il y a deux critères, on a vu qu'il y a deux critères essentiels. Il y a deux critères. Il y a la surface et le gradient. C'est les deux critères essentiels. Donc, quand il y a un rétrécissement, la pression va augmenter le VG, plus ou moins normal l'aorte. Donc, il y a un gradient de pression, VG aorte. Plus le gradient est élevé, plus la sténose est sévère. Et puis, la surface va diminuer. Donc, il y a la surface et le gradient. Si le gradient est supérieur à 40 mm mercure et ou la surface inférieure à 1, c'est des critères de sévérité. Donc, les critères. Donc, tu vas examiner, interroger le malade, tu vas faire le CG, tu vas faire l'écho. On ne peut pas dire qu'il est sévère ou même sévère. C'est à l'écho. L'écho, il y a deux critères. Pour les sténoses, il y a deux critères. Le gradient et la surface. Dans le cas du rétrécissement, la limite du gradient, c'est 40. Et la surface, c'est 1. Le rétrécissement mitral, le gradient, c'est 10. Et la surface, c'est 1,5. Comment prendre en charge une insuffisance cardiaque globale avec une hypertension artérielle? Donc, la prise en charge d'une insuffisance cardiaque globale, donc on a une insuffisance cardiaque gauche et une insuffisance cardiaque droite. Dans ce cas-là, on va donner, en fonction bien sûr de l'état hémodynamique. Il a par exemple, il a une pression qui est normale. Dans ce cas-là, on va lutter contre l'expansion volumique. On va donc prescrire des diurétiques et des dérivés nitrés. Si le patient il a un état hémodynamique qui est défavorable, il a une pression qui est basse, on ne peut pas prescrire des diurétiques, ça c'est le traitement 1, et on ne peut pas prescrire les dérivés nitrés parce qu'il y a une chute de pression. Dans ce cas-là, on va donner des inotropes positifs. Donc l'HTAP, ensuite l'hypertension, avec hypertension
prise en charge d'une insuffisance cardiaque avec hypertension. Bien sûr, le traitement de l'hypertension, je pense que donc la réponse est claire. S'il y a une insuffisance cardiaque avec une pression normale ou elle est élevée, on va donner les diurétiques plus les dérivés nitrés. Parce que les diurétiques et les dérivés nitrés, ils vont traiter l'insuffisance cardiaque et ils vont traiter l'hypertension, ils vont diminuer. Mais s'il y a une insuffisance cardiaque globale ou la gauche ou la droite avec hypotension, dans ce cas-là, on va donner des inotropes positifs. C'est quoi les signes cliniques de sévérité de l'insuffisance aortique? Alors, quels sont les signes cliniques de sévérité de l'insuffisance aortique? D'abord, on a les signes d'hyperpulsatilité. Quand on a une hyperpulsatilité sur les artères, les poutres corrigons, le choc de pointe en dôme de barre, c'est des signes cliniques de sévérité. Toujours la pression artérielle, quand il y a un élargissement important de la différentielle. Parmi les critères de sévérité, par exemple, c'est quand la pression systolique, elle fait au moins 3 fois la pression diastolique. Genre, par exemple, 17,5. La pression systolique fait au moins 3 fois la pression diastolique, ou bien quand la pression diastolique chute au-dessous de 50 mm Hg. Là aussi, c'est des critères de sévérité. C'est des excellents critères de sévérité quand il y a un élargissement important de la différentielle et qu'il y a une chute de pression artérielle. Donc, l'hyperpulsatilité, l'élargissement de la différentielle, ou même les signes de sévérité à l'auscultation. On a les deux critères essentiels de sévérité, entre le souffle systolique d'accompagnement, le foyer aortique, et le roulement diastolique au niveau du foyer mitral, c'est le roulement de Flint. Donc, on met les signes cliniques de sévérité. Et pour toutes les valvulopathies, quelle que soit la valvulopathie, quand il y a un B3, un troisième bruit, un rythme à 3 temps, un B2, B3, quand il y a le B3, c'est un signe d'insuffisance cardiaque. Donc, quand il y a un B3, c'est toujours un critère de sévérité, c'est-à-dire que le patient, il fait de l'insuffisance cardiaque. Donc, le roulement de Flint. Le roulement de Flint, donc je l'ai déjà expliqué. Donc, il y a une contiguïté mitro-aortique. Donc, en diastole, normalement, la valve aortique, elle est fermée. Et la valve mitrale, elle est ouverte. Si la valve aortique, il y a un reflux. Donc, il y a une fuite, une insuffisance aortique. Donc, c'est une insuffisance aortique diastolique, c'est en diastole. Le G de l'insuffisance aortique, quand il arrive au niveau de la valve mitrale, parce qu'il y a une contiguïté, il va gêner l'ouverture de la valve. Quand il y a un volume important, il va gêner l'ouverture. Donc, il va entraîner une fermeture partielle en diastole et ça va entraîner, comme le rétrécissement, un roulement. C'est le roulement de Flint. Syndrome de l'obripésie, c'est la communication interventriculaire avec insuffisance aortique. C'est ça le syndrome de l'obripésie. C'est cardiopathie congénitale. C'est une CIV, communication interventriculaire, associée, quand elle est évoluée, associée à une insuffisance aortique. Ça, c'est une cardiopathie congénitale. On a le syndrome de l'obripésie. Donc, docteur, je pense qu'on a terminé avec les questions. D'accord. J'espère que ça a été bénéfique. Je vous remercie une autre fois. On vous remercie. Bon après-midi. Et je pense qu'il y a une autre question. Hein? Je pense qu'il y a une autre question avant de terminer. D'accord. Quelle est la place de la colchicine dans les valvulopathies? Et vraiment, merci. La colchicine. Alors, la colchicine, la place en cardiologie. Actuellement, elle est donnée dans les péricardites. Même douche la colchicine pour les valvulopathies. Alors, je ne connais pas de valvulaires qui prennent de la colchicine. La colchicine, sa place en cardiologie, c'est dans le traitement des péricardites. Vous savez qu'il y a une nouvelle recommandation qui date déjà de 2015. Avant, les péricardites, on les traitait par les anti-inflammatoires non stéroïdiens, Voltaren, etc. Actuellement, on associe Voltaren, colchicine pour les péricardites. Mais il n'y a pas de valvulaire pour lesquels on donne de la colchicine. Sauf s'il s'agit de valvulaires, les rachidéropéricardites. Dans ce cas-là, on peut les traiter par association anti-inflammatoire et colchicine. Mais sinon, il n'y a pas de preuve que la colchicine agit sur n'importe quelle valvulopathie à domaine du cœur gauche. Hein. Même
Même chose. Est-ce qu'on peut donner des AINS si on a des valvulopathies? Même chose. Donc les AINS également, c'est dans les péricardites. Donc si vous avez des valvulopathies ou en même temps une péricardite aiguë, on va les traiter par AINS et colchicine. Mais sinon, les valvulopathies ne sont pas traitées par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc aucune place dans le traitement des valvulopathies. Donc, il y a une... Une question, poursuivre. Un patient sous Centran, demi-comprimé furosémide. Demi-comprimé furosémide 80. Déjà, ma cache demi-comprimé furosémide 80. Le furosémide, l'azélique, c'est des comprimés à 40, qu'il y ait 40 ou qu'il y ait 20. Donc, s'il prend le Lazilix à 80, c'est quand même pas une forte dose, mais c'est une dose qui est bon, assez, on va dire, assez importante. S'il fait de l'hypocalémie, l'un des effets secondaires majeurs des diurétiques, c'est l'hypocalémie. Dans ce cas-là, il faut arrêter le Lazilix, hein, s'il y a une hypocalémie, et supplanter. On donne le KCL en sirop, par exemple, voire même le potassium, quand il est comme ça très abaissé, on va donc corriger par voie intraveineuse. Et on arrête les traitements hypocalémiques qui vont de Lazilix. Quoique ce n'est pas une forte dose, hein, on mange de demi-comprimé. Il faut chercher la cause. Si on arrête le Lazilix et que l'hypocalémie persiste, dans ce cas-là, il faut chercher la cause de l'hypocalémie. Merci, docteur. Merci beaucoup. Donc, j'espère que ça a été bénéfique. Hein? Tout à fait. On voit beaucoup de retours positifs à propos de votre présentation. Inch'Allah, merci beaucoup. Et j'espère que ça va. Bon courage pour les examens également, parce que je pense que les examens approchent. Donc, bon courage pour les études et pour les examens. Et bon après-midi. Salam alaikum. Alaikum salam.